Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, qui sera maintenant sous forme de podcast en fait, hein, parce que visuellement, ça n'avait pas grand intérêt les précédentes vidéos que je faisais. Donc on va rester vraiment sur le son et voilà, on va tester. Pour tester ça, donc on va parler de Beetlejuice qui est, Beetlejuice 2, donc toujours réalisé par Tim Burton et toujours avec Winona Ryder et Michael Keaton. Donc moi j'ai trouvé ça pas terrible, hein, franchement, j'ai mis 4 sur 10, sur Sens Critique. C'est vraiment, pas super, mais il y a quand même des trucs intéressants sur le film il y a quand même des trucs que je trouve intéressants. Je vais essayer de voir un peu, à travers les critiques, sur Sens Critique comme d'habitude. Donc je vais aller sur une critique, bon elle est considérée comme négative, mais la personne a mis, 4 sur 10, donc comme moi. C'est la critique de Plume 231 et bon, on va dire que c'est un 4 moyen, moyen moins. Le titre de la critique, c'est De retour d'entre les morts. Alors, quand on constate que le personnage de Winona Ryder a vendu son âme à l'industrie télévisuelle en animant une émission à succès à la con sur des maisons hantées, il n'est pas difficile d'y percevoir que Tim Burton se soit identifié à elle, en ce qui concerne la période lorsqu'il avait vendu la sienne à Disney, lui pompant le peu qu'il conservait encore de ce qui faisait sa singularité, ce qu'il traînera péniblement pour d'autres studios. Alors, ce que dit Plume ici, c'est que, je pense que ça vaut, d'il y a 20 ans, en fait. C'est des critiques qui sont faites à Tim Burton depuis 20 ans, en fait, hein, depuis Big Fish, me semble-t-il, donc le fait qu'il ait vendu son âme au studio et cetera. Donc c'est clairement le problème de ce Beetlejuice. Donc c'est pas bête de parler de ça, même si pour moi c'est encore une fois, cette critique, date d'il y a 20 ans. Mais c'est vrai que ça se ressent vraiment sur ce film-là, sur ce Beetlejuice. À savoir que, ouais, on a vraiment un skin, Tim Burton, mais sur un film, je vais pas dire inoffensif, mais presque qui raconte rien, en fait. Le premier Beetlejuice, il y avait un concept vraiment très simple, mais c'était un couple, qui décédait donc assez jeune, hein, la trentaine et c'est des questionnements qu'on se pose, hein. C'est-à-dire que qui va hériter de qui va hériter de nos biens, de notre maison et cetera? Et donc c'était un sujet vraiment basique, mais c'est ça qui accrochait dans le premier film, c'est qu'on avait ce point de départ vraiment, c'est un questionnement que tout le monde se pose et c'est ce qui faisait la réussite du film donc voilà, donc le but du premier film, c'était qu'en fait, ce couple-là donc décédé, il revenait en fantôme, la maison était rachetée par une autre famille donc et eux, ils voyaient ça d'un mauvais œil donc leur but, c'était en tant que fantôme, de hanter les lieux et de faire partir la famille. Sauf que la fille, donc jouée par Winona Ryder, la fille de cette nouvelle famille, était, une personne, on va dire, assez renfermée, en mode gothique et cetera. Pour ces fantômes-là, c'était un peu elle l'obstacle, c'est-à-dire qu'elle, elle avait vraiment une personnalité comme ça, à limite côtoyer les fantômes et c'était une personne qui était, pas du tout en phase avec sa famille et elle était plus en phase justement avec, le monde des morts qui est représenté dans le film que, que le monde, tout propre et tout beau, de la réalité. Donc c'était vraiment, cohérent avec la personnalité de Tim Burton de l'époque. Et là donc quand on lit ce premier paragraphe de la critique, c'est vrai qu'on continue sur cette lancée-là, c'est-à-dire de s'identifier, de faire le rapprochement entre Tim Burton et le personnage de Winona Ryder. Donc ça, c'est assez intéressant comme point de départ en fait, hein, le fait d'assumer d'avoir, en gros vendu son âme, aux grandes firmes, cinématographiques. Mais je trouve que malheureusement, c'est pas utilisé à bon escient dans le film parce qu'on garde vraiment, le problème qui a le problème on garde vraiment le problème qui a fait que Tim Burton a connu un succès à travers ses films, alors que c'était quelqu'un de marginal et que son cinéma était censé représenter justement la marginalité. Mais comme c'est devenu grossièrement, je dirais, une mode,
Et en fait, son cinéma, c'est juste devenu un emballage, je dirais. C'est-à-dire que son univers, c'est devenu un emballage, heu, mais sans vraiment de fond. Donc ça, c'est le premier point noir du film, mais c'est vrai qu'apparemment, à travers ce récit et comme c'est dit là dans la critique, il a conscience de ça. Maintenant, reste à savoir ce qu'il en fait par la suite. Donc on continue. Le savoureux Beetlejuice, le précédent volet, marque le début de l'âge d'or du réalisateur, un âge d'or duquel il assumait pleinement être un geek, gothique, solitaire, pas mal sale gosse, pas mal sale gosse sur les bords, soumettant les dictates hollywoodiens et n'étant pas soumis à eux. Donc voilà, bon là ça confirme un peu ce que disait la critique au début et sur quoi j'ai rebondi. Donc voilà, que son cinéma était un peu hors norme, même si avec le recul, en fin de compte, ça reste quand même des films assez populaires, hein, les Batman, les Beetlejuice, les Sleepy Hollow, etc., Mars Attack. Euh, je vais pas dire que c'est un réalisateur underground, hein, loin de là, mais c'était on va dire, c'était un monstre parmi les réalisateurs. Il assumait sa différence en fait, son côté un peu monstrueux entre guillemets, à travers son cinéma et c'est le problème, voilà, c'est un problème qui est pour moi, c'est un questionnement assez intéressant parce que ça rejoint aussi le cinéma d'horreur que j'adore. C'est-à-dire que quand un cinéma devient populaire, en fait, du coup, il est un peu transformé par, ceux qui, à la base, étaient réfractaires à ce cinéma et ceux qui faisaient que ce cinéma était marginal et c'est pour ça que ça me renvoie à des mecs comme Carpenter et George Romero qui n'ont jamais vraiment connu des gros succès vraiment, au box-office et cetera et qui les ont jamais mis vraiment à la tête d'Hollywood, au niveau, au niveau bankable, je dirais. Mais du coup, même si ça pouvait être, peut-être, mal vécu par eux à l'instant T de la sortie de leur film, je pense que c'est ce qui a conservé, que leur cinéma n'ait pas eu ce côté justement, être vendu au diable comme, ça a été, avec Tim Burton, en fait. Donc voilà, je fais le parallèle avec 2 autres réalisateurs qui, eux, n'ont pas connu ce qu'a connu Tim Burton. Ils n'ont pas eu ce virage dans leur carrière et ce qui fait que leur, filmographie conserve justement ce côté marginal. Mais on peut faire un autre parallèle avec un réalisateur qui, lui, cette fois, a réussi, je trouve, à s'intégrer dans la brèche tout en gardant son univers et ce qui fait le charme de sa filmographie, c'est Guillermo del Toro qui lui, a réussi quand même à voguer entre les 2, c'est-à-dire garder son cinéma et son amour pour les monstres et son cinéma un peu, son côté à garder son côté freaks tout en réussissant à l'instaurer dans des blockbusters. Et voilà, et je pense que Tim Burton, lui, se situe entre les 2, c'est-à-dire que pour moi, il s'est détaché, mais je pense malgré lui de ce qui faisait la substance de son cinéma à la base, mais sans la réussite d'un Guillermo del Toro, par exemple. Bon, j'ai un peu dérivé là, donc on va continuer sur Beetlejuice. Eh bien, dans sa vieillesse et par l'intermédiaire de cette suite, Beetlejuice 2, oh, je vais pas dire Beetlejuice, Beetlejuice à chaque fois, donc Beetlejuice 2, on ressent qu'il a sérieusement envie de retrouver sa jeunesse, de montrer qu'au fond, il n'a jamais changé. Le Tim Burton de l'âge d'or faisait la part belle au practical, aussi bien dans ses effets spéciaux que dans les décors. Le jeune vieux, si on accepte quelques CGI, et quelques fonds verts moches revient partiellement à ce même practical. Autrement, bien sûr, qu'il y a 10 000 clins d'œil aux glorieux aînés. Donc ouais, ça c'est vraiment le point positif. Je vais commencer vraiment par parler du point positif du film, c'est que le film est super généreux en effets spéciaux, mais donc ils sont ouais plus ou moins réussis. Hein. Globalement, c'est très réussi de ce côté-là. C'est un peu un freak show, hein. C'est beaucoup, beaucoup. Il a vraiment mis de tout dans ce film. Hein. On a des fantômes, on a des monstres dégueulasses, on a des gens coupés en deux, et cetera. Heu, il y a un peu de gore, bon c'est du gore léger, mais ça reste du gore quoi, c'est des démembrements et cetera. Donc non, de ce côté-là, je pense que c'est le point fort du film. C'est-à-dire que niveau spectacle visuel, le film est vraiment, il se fout pas de la gueule des spectateurs et je pense que moi, ce qui m'a posé problème, c'est que maintenant, peut-être en tant qu'adulte, je suis plus sensible à ce que va raconter le film. Le problème, c'est que pour moi, il raconte vraiment rien, c'est un gros bordel. Mais si on le prend en tant que spectacle visuel, je pense que, par exemple, pour des enfants,
Je pense que si je l'avais vu enfant, j'aurais trouvé vraiment, le film, génial. Celui-là, je pense que ça reste quand même un point positif si on se place du point de vue d'un enfant qui va regarder son spectacle de cirque, en fait, qui est pendant 1h40, il aura de quoi faire. Je reprends: «On sent que Tim Burton s'est éclaté à revenir à son vrai lui. On sent que tout le casting, revenant ou nouveau, s'est éclaté. On sent que c'est une suite qui n'a pas été faite uniquement pour encaisser un chèque bien généreux. On sent un plaisir de la part de tout le monde à être là. Bon, c'est sûr, pas de Gina Davis et Alec Baldwin, même s'il aurait été logique par rapport au film original qu'ils fassent un nouveau acte de présence. Certes, les fantômes ne vieillissent pas, au contraire des mortels. Il y aurait moyen, d'une manière ou d'une autre, de réutiliser notre couple de jeunes mariés morts au lieu de s'emmerder avec une avalanche de caractères inutiles et sans profondeur. En gros, c'est le problème du film, et heureusement qu'il n'y a pas les personnages de Gina Davis et Alec Baldwin. C'est qu'il y a vraiment beaucoup trop de personnages, en fait, il y a beaucoup de trames. Le film, c'est un bordel sans nom, il y a trop de trames en même temps. Pour moi, c'est une écriture télévisuelle, hein, c'est des épisodes de séries télé qui sont intégrés, au sein même d'un seul film. À la fois, rien n'est développé dans ce que propose Tim Burton, c'est-à-dire il lance des arcs scénaristiques, mais tout est bâclé au final, ou soit c'est bâclé, soit c'est complètement osef, c'est-à-dire il y a la trame de la mère de Winona Ryder qui est vraiment inintéressante. Il y a la trame d'un personnage qui est, joué par, Monica Bellucci, qui lance le film. En fait, sans trop spoiler, je veux pas vraiment raconter, mais en gros, grossièrement, elle joue un espèce de fantôme qui peut, avaler les âmes des morts. Donc, en gros, c'est genre, c'est limite un serial killer, mais dans le monde des morts. Et ça, quand ça commence comme ça, le film, il commence là-dessus, je me suis dit: «Ouh là», je me suis dit: «Là, c'est vendu direct, le principe, le point de départ, va être vraiment génial», et en fin de compte, non, en fin de compte, on se débarrasse assez vite d'elle. Elle est vraiment, bah, le mot, c'est fantomatique. C'est-à-dire qu'elle va être mélangée aux autres trames, mais vraiment comme ça, presque en figurante de chaque trame, et de chaque arc, scénaristique. Et en fait, le film se concentre plus sur la relation entre Winona Ryder et sa fille, Mercredi. Même si là encore, je pense que le film aurait dû se concentrer vraiment sur la gamine, en fait, sur Jenna Ortega, et laisser un peu de côté Winona Ryder pour vraiment, faire une coupure avec le premier, tout en gardant un peu le tout en gardant un lien, et en même temps, moins bâclé, ce qui aurait pu être important, en fait, et ce qui aurait pu rendre le film beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressant, en fait, dans sa trame, et dans ses thématiques aussi, parce que du coup, on a cette fille aussi qui est un peu comme, sa mère quand elle était ado, c'est-à-dire complètement, déconnectée de la réalité, de de ses amis à l'école, et cetera. Et ça, c'est vraiment encore traité par-dessus la jambe, alors que les 20 premières minutes, voire la première demi-heure, ça fait miroiter quand même quelque chose d'assez solide, et après on a l'impression qu'il sait vraiment plus sur quel pied danser, en fait, Tim Burton, et il s'intéresse un peu plus au freak show que faire une trame, dont il avait l'habitude de faire avant. C'est-à-dire vraiment, il y a rien de plus simple que des films de Tim Burton, quoi. C'est vraiment des Sur le papier, c'est des séries B vraiment, avec un concept, marqué dès le premier quart d'heure, et là, ça s'embrouille trop, en fait, et ça fait sortir du film, au bout d'un moment, j'ai un peu lâché l'affaire, j'en avais un peu rien à foutre, de ce qui se passait, en fait, en termes d'histoire. En termes d'histoire pure à raconter, en termes de conte, en fait. Tout simplement, ce qui faisait la force de Tim Burton, c'est qu'il avait ce côté «conte de fées» entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, une histoire en mode, «Il était une fois», et cetera. Et là, ça en fait, ça explose, en fait, ça éclate en morceaux à cause de ce trop plein de personnages et ce trop plein d'arcs scénaristiques, et ça fait que ce côté conte qui est censé, accrocher le spectateur du début à la fin, ben, il disparaît. Alors, que ce soit bien clair, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde devant ce long métrage. Cela faisait même longtemps que je n'avais pas ressenti la notion de plaisir en visionnant un film du cinéaste. Malheureusement, ce n'est pas pour autant que j'ai été aveugle quant à l'énorme défaut principal de Beetlejuice, à savoir que c'est un putain d'énorme bordel. J'ai un peu pris les devants sur la critique, même si je me doutais que la personne allait là-dessus vu la note, et cetera, et puis de toute façon, c'est quelque chose,
c'est quelque chose qui se voit tellement dans le film que c'était obligé qu'on soit beaucoup à le ressentir. Voilà, j'ai passé, mais là, en gros, dans ce paragraphe-là, dans le paragraphe suivant, en fait, elle parle des intrigues dont je parlais au début, c'est-à-dire et elle met le point sur, vraiment la simplicité, de ce que lance le film et aussi, ben, tout simplement la structure des films hollywoodiens, basiques, de que ce soit de blockbusters et cetera. C'est-à-dire qu'on a un monde, on nous présente un monde que l'on connaît pas, à savoir le monde des morts et nous, on va voir ça à travers les yeux des personnages, des protagonistes. Donc c'est ce qui se passe avec Alec Baldwin et Gina Davis dans le 1, c'est-à-dire le monde des morts et on rentre dans le monde des morts, le spectateur rentre dans le monde des morts à travers ces personnages. Là, dans Beetlejuice, ça aurait dû être ça avec, le personnage de Jenna Ortega. Sauf que non, on commence, en fait, il faut dire ce qui est, c'est que là, ce qu'on veut voir, c'est Beetlejuice, donc c'est presque lui le héros du film, même s'il est juste là pour faire le débile, hein, la plupart du temps. Mais voilà, le film, il commence limite sur lui, en fait, et sur sa trame avec Monica Bellucci. Mais voilà, il manque l'accroche à l'être humain, en fait, tel quel et tel qu'il y avait dans le premier. Je continue. Dans Beetlejuice 2, alors là, on a une multitude d'intrigues assez indépendantes les unes des autres, dans la mesure que l'on pourrait supprimer la plupart d'entre elles sans que les autres en soient affectés. Par exemple, l'intrigue avec le personnage de Monica Bellucci donne l'impression d'être là uniquement parce que Tim Burton voulait que sa compagne ait son nom sur l'affiche. Ou encore la romance concernant la jeune fille jouée par Jenna Ortega semble être seulement incluse pour la raison bien commerciale de plaire aux fans de la série Mercredi qui a été un immense carton sur Netflix. Alors oui et non, parce qu'encore une fois, pour moi, le film aurait dû être sur Jenna Ortega et cette relation. Il y a une petite trame donc avec ce jeune homme. Et c'est ce que je disais, on dirait un épisode de série, c'est-à-dire dans le sens où la romance avec ce jeune garçon qui va évoluer et en fait, qui va évoluer au fil du film, hein. C'est presque, pour moi, ça aurait pu être un petit scénario ça aurait pu être un petit scénario dans une série Beetlejuice, voilà un épisode, où elle rencontre ce mec-là et elle va avoir une aventure avec ce jeune et il va se passer des choses derrière. Mais voilà, on dirait un petit arc scénaristique de série intégré dans un film. Donc pas inintéressant en soi, mais encore une fois trop vite expédié. Et conséquence de cela, on a aussi trop de personnages qui, comme les intrigues, ne sont pas exploités pleinement. On a même plusieurs antagonistes, carrément. Pas des antagonistes qui agissent de concert, mais des antagonistes qui font leur tambouille chacun dans leur coin. Aucun n'a la possibilité de faire forte impression. Et c'est dommage parce que, comme je l'ai mentionné plus haut, tous les comédiens s'éclatent ici et ne pensent qu'à offrir le meilleur d'eux-mêmes. Je pense en particulier à Willem Dafoe. Alors, je lis la critique, j'avais complètement oublié qu'il y avait Willem Dafoe dans le film pour dire à quel point il y a trop de personnages et en l'occurrence, ouais, celui de Willem Dafoe, c'est catastrophique tellement il sert vraiment à rien du tout et il alourdit le film pour rien. Il est vrai que ce Capharnaüm dégage parfois un petit côté anard, un brin jouissif, qui ne s'était plus vu il y a belle lurette chez Burton. Toutefois, il y parvenait auparavant, il y a bien longtemps, ce sentiment avec un scénario solide et efficace, à l'instar de celui de Beetlejuice. On peut se lâcher complètement dans la folie, s'enfoncer loin dans le délire, sans pour autant manquer de rigueur. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, voilà, bon, je répète encore, hein, et là, ça confirme vraiment la critique, vraiment. Le dit même mieux que moi, hein, c'est-à-dire que voilà, Burton de toute façon, il a toujours été, même dans sa mise en scène, hein, c'est d'une simplicité absolue, hein. Il y a vraiment rien d'extraordinaire dans la mise en scène de Burton. Au niveau des cadrages et tout, il fait vraiment je vais pas dire il fait le strict minimum, mais il fait ce qu'il faut pour raconter une histoire de façon, à ce qu'il y ait de l'ampleur, mais sans que ce soit non plus considéré comme un esthète de la caméra ou comme un on n'est pas chez Spielberg avec des mouvements de caméra improbables et cetera et vraiment, ultra spectaculaires et ça colle à la fois à ses mises en scène et à ses scénarios qui étaient vraiment, qui faisaient vraiment sa force et qui fait que ces films sont tous, en tout cas dans les 10-15 premières années de sa carrière, des classiques, du cinéma, du divertissement. Alors on continue, on arrive sur la fin. Bon, je le redis, j'ai éprouvé du plaisir coupable à regarder Beetlejuice 2. Je croyais le Tim Burton d'avant totalement mort et enterré, et je suis heureux de m'être trompé sur ce point. Cependant, le résultat présente de grosses limites bien dommageables. La toute fin laisse entendre que les créateurs ne s'interdisent pas trop, sans trop l'avouer explicitement, un troisième opus. Cela s'appellera peut-être Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Bah, je vais finir là-dessus du coup. Donc, voilà, la critique rejoint clairement là, alors la critique rejoint totalement mon avis, hein. Je suis vraiment tombé pile sur une critique, qui rejoint totalement mon avis. Donc, ce que je dirais que c'est un film, voilà, plutôt, moyen. Je vais pas dire que c'est un film pour les gosses, hein, parce que je pense qu'on peut prendre du plaisir sur ce film en étant adulte. Moi, de mon point de vue, pour pas enterrer définitivement le film, c'est un film que je conseillerais à des gosses ou que je pourrais montrer à des gosses, sans aucune hésitation. Parce que je pense que, ouais, pour jouer avec leur imaginaire et cetera et leur côté et s'amuser à se faire peur sans que ce soit non plus, trop terrifiant parce que ça arrive à jouer sur les 2 tableaux, hein, comme le premier, c'est-à-dire l'humour et des choses un peu terrifiants. Donc pour ça, oui, il a pas perdu son esprit, Tim Burton. Mais encore une fois, pour moi, c'est juste un bel emballage Tim Burton et quand on ouvre, il y a juste un film, assez insipide, assez mal écrit. Avec des acteurs en roue libre, hein, faut dire ce qui est, ils font pas des efforts de fou non plus. Pour moi, c'est un produit, voilà, sans âme et sans aucune plus-value sur, ce que veut montrer et raconter le film, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, je vais m'arrêter là pour cette critique et je vous donne rendez-vous pour, le prochain podcast.